L'exportation consiste donc à transférer les données depuis Hadoop vers un SGBD relationnel. Ça veut dire que nous devons exporter des données d'un système HDFS vers une table d'une base de données relationnelle. Donc, les étapes d'exécution de l'exportation sont presque les mêmes étapes que l'importation. Tout d'abord, Scoop va se connecter à la base de données pour récupérer les métadonnées de la table de destination. Ça veut dire que cette table doit exister avant de commencer l'exportation. C'est pour cela que nous allons créer une table pour cette opération. Puis, à l'aide de ces métadonnées, Scoop va générer, compiler encore une classe Java. Et cette classe Java va servir donc au lancement du job MapReduce pour l'exportation de données. Donc pour cela, nous allons utiliser le mot export de Scoop, la chaîne de connexion bien évidemment, et puis on va spécifier la table, vers quelle table on va faire l'exportation. Je répète, la table doit exister avant de lancer l'opération. Et puis on va ajouter la propriété encore export directory qui spécifie l'emplacement des fichiers et des blocs de données qui vont servir à cette exportation. Bon, la dernière fois, nous avons importé la table visite vers deux emplacements. Le premier chez visite, le deuxième encore c'est visite. Je vais vous montrer ça. On va revenir à Scoop. Nous avons un premier répertoire contenant la table visite qui a été importée, mais malheureusement on ne peut pas utiliser ce répertoire, cet emplacement. Parce que si vous utilisez un emplacement contenant les fichiers plus un autre répertoire, elle va générer une erreur. Et du coup, donc, on va utiliser le dernier emplacement, hein, visite qui contient les fichiers qui représentent la table importée. Voilà, j'ai mentionné ça. Donc, c'est le répertoire spécifié dans Export Directory contient des sous-répertoires. Donc, des sous-répertoires. Donc, vous aurez une erreur comme ça, path in not file, etc. Sachez que cette opération de l'exportation transfère les données insertion par insertion. C'est-à-dire, il va prendre les blocs de données, puis il va insérer ligne par ligne. Voilà, donc maintenant, on va lancer cette opération d'exportation. On va créer notre table que j'ai appelée ici visite export. On va la créer dans la base de données PDScope. Voilà, donc nous avons notre table. Si on affiche ces données, on n'aura rien. Donc pour le moment, elle est vide. Parce que l'opération d'exportation n'est pas encore effectuée. Je vous rappelle aussi ce qu'on a dans ce répertoire, même si c'est déjà vu. Voilà, donc on va tout d'abord afficher la liste, les données qui se trouvent dans ce répertoire. Voilà, nous avons que deux lignes. Et maintenant, on passera à l'exportation. Donc on a spécifié la table qui est déjà créée et l'emplacement contenant les deux lignes. Voilà. Et on va lancer l'opération de l'exportation. Donc comme j'ai dit, donc presque on a les mêmes étapes, sauf que dans l'importation, on va chercher les métadonnées dans Hadoop. Ici, on va chercher les métadonnées dans le SGBD. Voilà maintenant la génération et la compilation de la classe Java. Et on va attendre la fin de cette opération d'exportation. Voilà donc, elle a terminé l'opération de l'exportation.
Nous allons voir qu'elle a exporté deux lignes. Vers quel emplacement? Vers la table qu'on vient de créer. On n'a qu'à actualiser select étoile from visit X. Et voilà pour l'exportation. C'est la seule condition qu'il faut retenir avant de faire l'exportation vers un SGBD vers une table. Il faut la créer. Il faut créer sa structure. Nous allons passer encore toujours à l'exportation et nous allons voir que le problème d'insérer ligne par ligne, hein, ça demande beaucoup de temps, ça rend l'opération de l'exportation de scope très très lente et du coup donc on a besoin de chercher des solutions pour accélérer cette opération de l'exportation et parmi ces solutions c'est l'insertion en batch de plusieurs lignes ou bien de plusieurs instructions d'insertion en même temps. La première solution c'est l'utilisation de la propriété batch. Cette propriété consiste à l'interface JDBC, consiste au JDBC de proposer une API qui permet d'effectuer des lots dans une seule instruction. Donc si vous exécutez par exemple avec batch, sachez qu'il ne va pas exécuter insertion par insertion, mais il va exécuter un lot d'insertion. Nous allons effectuer ça, donc ça c'est la première solution, parce qu'on a trois solutions pour faire l'insertion des données en batch. On va créer encore cette table adresse. Bon. Expo. On va actualiser pour c'est dans ça qu'il a, donc on va actualiser. La table s'appelle adresse expo. Voilà. Donc il n'y a pas encore de données et on va lancer l'opération. Donc ça sera la même chose. Il va chercher maintenant les données à partir de adresse. D'accord? Il va les exporter vers adresse expo. D'accord? On peut même vérifier maintenant dans l'interface web. On va aller vers scope et vers adresse. Voilà maintenant les fichiers qui seront utilisés pendant l'opération de l'importation. Voilà, on va attendre que cette opération soit terminée aussi. Et nous allons maintenant passer aux deux autres solutions. Donc, la deuxième solution, c'est utiliser la propriété scope export records pstatement qui spécifie le nombre d'enregistrements qui seront utilisés pour chaque instruction. Dans chaque instruction. Ça veut dire scope va créer une requête de cette façon, insert into table, avec plusieurs enregistrements entre parenthèses. Donc au lieu maintenant d'exécuter insertion par insertion, avec une seule instruction, on peut exécuter plusieurs lignes. Donc il faut les spécifier dans cette propriété. Avant d'exécuter ça, nous allons tout d'abord vérifier l'exportation du premier exemple de batch. Voilà, on va actualiser. Voilà, donc il a exporté les lignes. Et puis nous allons la supprimer pour refaire la deuxième solution. Donc on vient de supprimer maintenant. Et on va refaire cette opération de l'exportation qui utilise maintenant un nombre d'enregistrements en une seule fois. Dans notre exemple, il va, par exemple, exporter et exécuter avec une seule instruction 100 lignes. Même si on n'a pas 100 lignes, bon, c'est juste un exemple. Donc ça sera la même chose encore. Il va exporter les 7 lignes vers la table qu'on vient de créer. On a supprimé les lignes pour ne pas avoir des répétitions.
Donc, on va faire encore la même chose pour la troisième solution, mais cette fois-ci, donc, au lieu de spécifier le nombre d'enregistrements, on va spécifier le nombre d'instructions, d'insertions, avant de passer à notre transaction. On va dire que entre chaque transaction, on va exécuter des insertions. Parce que dans le premier cas, en batch, pour chaque insertion, il y a une validation. Dans le deuxième cas, pour chaque insertion contenant plusieurs lignes, il y a une validation. Mais ici, on peut même spécifier le nombre d'insertions pour chaque transaction. On va insérer par exemple 100 lignes, puis on va valider et ainsi de suite. C'est ce qu'on va faire. On va supprimer encore les données avant de lancer l'autre. Mais avant de supprimer, on va vérifier. D'accord, à chaque fois que vous faites là, vous aurez toujours 7. Donc on va encore supprimer les données, actualiser pour avoir 0 ligne, puis on va lancer cette opération. Mais cette opération d'exportation utilise maintenant la propriété Scope Export Statement par transaction. Donc 10 insertions par transaction. Toujours la même table et toujours le même emplacement. Voilà, ça sera la même chose après la fin de l'exportation. Voilà, toujours la génération de la classe et puis le commencement du job de l'exportation. Voilà donc l'opération de l'exportation a débuté, on est à 0%, ça veut dire qu'il a commencé maintenant l'exportation, puis on est à 50, puis on est à 100, voilà exporté, à la dernière vérification, select et voilà les lignes exportées. Maintenant vous savez comment faire l'exportation de plusieurs insertions en même temps. On va passer à la suite de l'exportation. Maintenant on peut exporter toutes les données au rien. C'est-à-dire on va s'assurer que l'exportation s'est bien passée, sinon on ne va pas la faire. Comment? On va créer une table intermédiaire dans laquelle Scoop va exécuter une nouvelle transaction pour déplacer toutes les données vers cette table intermédiaire. D'accord? Et il ne peut pas faire l'exportation vers la destination finale si par exemple les tâches parallèles n'ont pas transféré toutes les données. Si maintenant toutes les tâches parallèles transfèrent les données avec succès vers la table intermédiaire, à ce moment-là, donc, Scoop va effectuer le transfert vers la destination finale. L'inconvénient de cette solution, c'est qu'il faut avoir un peu d'espace libre parce qu'à un certain moment, vous aurez deux copies de tables, la table intermédiaire et la table de destination, qui auront le même nombre de données, surtout pour les tables qui sont très grandes. Donc nous allons créer la table staging address et nous allons créer la table copy address. La première va servir à la table intermédiaire, la deuxième, ça sera la table de destination finale. Et pour effectuer cette opération d'exportation de toutes les données au rien, on va utiliser la propriété staging table. On va tout d'abord créer les deux tables. Là, on va actualiser pour voir là, staging adresse et l'autre, bien sûr, c'est copy adresse. On doit actualiser pour avoir copy adresse.
Voilà, je trouve staging adresse, mais je ne trouve pas copy adresse. Donc, je vais encore réexécuter. On va encore actualiser. Et voilà, maintenant nous avons les deux. Voilà, elles sont encore vides. Et on va aller vers l'opération d'exportation à partir de toujours le même emplacement adresse. Et on va utiliser la table qu'on vient de créer, mais elle va utiliser maintenant staging adresse qui est la table intermédiaire. Là, c'est une méthode qui vous aide à être sûr et certain que vous avez exporté toutes les données. Alors, on va lancer cette opération. Voilà, elle vient de commencer. C'est pour cela on va vérifier tout de suite. Voilà, pendant l'opération d'exportation, il a utilisé staging adresse. Et puis, il a commencé, regardez, l'exportation vers copy adresse. Donc, les datas sont maintenant dans la table staging adresse. Après, il a exporté le tout. Le résumé, on va le trouver en bas. Donc, vous avez tout d'abord l'exportation de cette record et puis le démarrage de migration de ces données-là de la table de staging vers la table de destination. Le message est clair. On peut vérifier maintenant les deux, staging adresse, voilà, qui est maintenant vide, parce que j'ai dit à un certain moment, vous allez trouver les deux tables qui sont pleines. Maintenant, copy adresse, vous allez trouver bien sûr les données qui sont exportées. Et nous allons voir aussi pendant l'exportation la possibilité de mettre à jour les jeux de données, les données généralement. On va utiliser pour ça update key. Donc le paramètre update key est utilisé pour demander à Scoop de mettre à jour les lignes existantes plutôt que d'en insérer une nouvelle ligne. C'est juste la mise à jour des données existantes. Donc déjà, je vais vous rappeler qu'on a dans la première exportation, on a exporté la table visite, d'accord, vers l'emplacement suivant. On a fait l'exportation dans cet emplacement. Et qui est la table qui a été utilisée? C'est la table visite export. On va la consulter tout d'abord. Voilà, elle contient deux lignes. On a exporté de l'emplacement spécifié deux lignes. Maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre à jour les données existantes à partir d'une source HDFS. Pour cela, soit on va faire l'importation incrémentielle, soit on va refaire l'importation après modification. Moi, j'ai opté pour la deuxième solution. Je vais supprimer visite, d'accord? Je vais la supprimer. Et quand on supprime visite, il va supprimer les sous-dossiers aussi. Regardez, donc, après suppression, on n'aura rien ici. Voilà, il n'y a pas de visite. Puis, on va modifier la table visite. Ce n'est pas la table que les données seront modifiées. On va aller vers visite maintenant. Et on va modifier. Par exemple, déjà, on a encore des lignes. On va modifier encore ici. On va dire, CFI, par exemple. Et on va ajouter une autre ligne.
5 Fès et la même date. On va appliquer les insertions et la modification. Donc on vient de modifier Marrakech par Safi et Fès. Mais n'oubliez pas qu'on n'a que 2 lignes au niveau de Visit Expo qui contient déjà les anciennes valeurs. Maintenant, on va faire l'importation parce que nous voulons que pendant l'exportation, la mise à jour sera effectuée aux données existantes. On va refaire l'importation. Et puis pendant l'exportation, on va demander maintenant à Scoop de mettre à jour les données dans la table Visit Expo en se basant sur Update Key qui est l'identifiant. Et bien évidemment, la source des données, ça sera spécifié dans Export Directory qui est Scoop Visit, c'est l'emplacement qu'on a utilisé pendant l'importation. Et on va vérifier au niveau de la table. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'elle fait Scoop pendant cette opération? Elle va créer une requête update avec plusieurs sets. Enfin, si on a plusieurs, par exemple, champs qui spécifient la clé primaire, on va les séparer par virgule. Donc l'importation n'est pas encore terminée. Voilà, elle a importé 5 lignes et on va lancer maintenant l'exportation pour mettre à jour la table qui est un Visit Expo. On n'a qu'à attendre l'exportation pour actualiser et voir le résultat. Là, ça demande du temps. On va attendre. Voilà, il vient maintenant d'exporter 5. C'est ce que nous allons voir. On va actualiser. Rappelez-vous des anciennes données. Voilà. Est-ce qu'elle a exporté le tout? Non. Il n'a fait que les modifications. C'est ce que j'ai dit ici. Donc, je dis que le paramètre ou bien la propriété updateKey est utilisé pour demander à Scoop de mettre à jour les lignes existantes, les données existantes, ni moins ni plus. Pour nous, la table contient 10 nouvelles lignes, mais elles ne seront pas exportées parce que vous avez juste demandé de mettre à jour. Et du coup, donc, il a modifié la valeur. Voilà l'intérêt de updateKey. C'est mettre à jour les jeux de données existants, bien les données existantes. Parmi les opérations de l'exportation, c'est exporter juste quelques colonnes. Mais comme j'ai dit, il faut toujours avoir la table. Donc j'ai créé une table acteur, colonne, avec l'identifiant et avec le first name. Donc on va la créer. Une nouvelle requête. Et on va l'exécuter. Voilà. Maintenant, on va lancer l'exportation. Et on va utiliser la table qu'on vient de créer. Mais on demande à partir de la table acteur qui a été exportée. Vous vous rappelez, j'ai exporté la table acteur vers warehouse, scoop warehouse. Il a été exporté au début. Donc, on va exporter à partir de cette table toutes les lignes, mais seulement deux colonnes. Et toujours quand vous voulez spécifier plusieurs colonnes, il faut les délimiter par guillemets et les séparer par virgule.
On va encore attendre. Bon, la table qu'on vient de créer, c'est dans Sakila. Donc je vais ici réduire cette base. On va actualiser encore. C'est acteur call. Donc regardez, je vais afficher les données. On n'a encore rien, on a juste la structure. Mais à la fin de l'exportation, on aura toutes les lignes. Donc il n'a pas encore commencé l'exportation. Voilà. Donc l'exportation sous forme de job MapReduce. Voilà, donc à la fin, il a exporté dans son ligne, mais juste deux colonnes. C'est ce qu'on va vérifier. Donc en actualisant, là vous avez les 200 lignes, mais deux colonnes. Voilà, donc on vient de voir l'importation et l'exportation vers un système HDFS, mais lui c'est important d'importer directement vers le Data Warehouse Apache Hive qu'on a déjà vu. Donc c'est très important aussi d'exploiter les données qui se trouvent dans une source relationnelle vers Apache Hive. Donc pour cela, il faut démarrer Hive. Mais avant de démarrer Hive, il faut démarrer quoi? Il faut démarrer Apache Derby. Start network server-host 4.0. Donc on démarre la place des métadonnées, puis on démarre Hive. Donc on va agrandir parce qu'on aura besoin de Hive. Voilà, on va attendre le démarrage et on va aller vers les premières instructions. Allez, pour l'importation vers Hive, il faut toujours utiliser le mot import déjà, plus Hive import. Vous ajoutez Hive import pour dire que vous allez importer vers l'entrepôt de données d'Apache Hive. Qu'est-ce qu'on va importer? On va importer la table Customer vers un emplacement par défaut. Quel est cet emplacement par défaut? On va le voir. Donc, on va importer la table Customer de Sakila. Voilà notre table qui contient toutes ces lignes-là. Et on va l'importer vers notre système d'entrepôt de données. On va lancer cette opération. D'importation entre maintenant une base de données relationnelle et le Data Warehouse Apache Hive. Et vous savez très bien que dans Apache Hive, les modèles de données sont les tables internes, externes, plus les partitions, plus les buckets. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire pendant cette opération? On va essayer de lire les étapes. D'accord? Donc, pendant cette opération d'importation, Scoop effectuera d'abord une importation HDFS normale vers un emplacement temporaire. Elle va utiliser maintenant l'emplacement personnel. Elle va créer un emplacement temporaire. On va essayer de le voir si on arrive à... Voilà. Je crois que c'est déjà terminé. L'opération c'est déjà terminée. On va la vérifier. Voilà, elle est en train d'exécuter. Elle n'a pas encore terminé. Et du coup, donc, on peut vérifier l'emplacement temporaire. Ça, c'est la première méthode. Ça, c'est l'emplacement temporaire utilisé pendant l'importation. Puis, qu'est-ce qu'elle va faire encore? Après une importation réussie, un Scoop génère deux requêtes. La première, elle va créer la table
dans Hive, puis il va charger les données à partir de l'emplacement temporaire. Voilà ce qu'elle fait. Voilà, l'opération est terminée. Donc nous avons dit qu'il a fait l'importation un emplacement par défaut. Il a transféré maintenant les données vers l'emplacement par défaut. Puis il a créé la table Customer dans Hive. Puis il a chargé les données. C'est comme on a fait ça manuellement, comme avant. On a fait ça avec Load Data Impact. Voilà, il a utilisé maintenant l'emplacement temporaire pour charger les données vers la table qu'il a créée. Donc il fait trois tâches. La première, c'est le transfert vers un système HDFS normal. C'est une zone temporaire. Puis la création de la table. S'il n'existe pas, puis il va charger les données. On va vérifier tout d'abord cet emplacement temporaire. Après actualisation, vous n'avez rien. Ça veut dire qu'il a juste utilisé l'emplacement personnel SNIL et le nom customer pour le transfert. Maintenant, pour la vérification, on va aller vers Hive, bien évidemment. On va aller vers Hive et on va afficher le nom de la base de données utilisée parce que là, on n'a rien spécifié. On a utilisé un emplacement par défaut. C'est ce que je vais vous montrer. Donc la base par défaut, c'est default. On va afficher les tables, show tables, et là, vous allez trouver la table customer qui vient d'être ajoutée. Si nous cherchons dans le dossier par défaut, n'oubliez pas qu'on a utilisé pendant l'installation de Hive, user, Hive, warehouse, c'était l'emplacement par défaut. Donc là, il a ajouté maintenant notre table avec les fichiers, bien évidemment, pendant l'importation. Voilà, ça c'est pour l'importation par défaut. Donc par défaut, ça veut dire qu'elle va chercher la base de données default. Automatiquement, c'est default. Et puis, pour l'emplacement au niveau de, regardez, pour l'emplacement, il a choisi ici l'emplacement de warehouse, qui est l'emplacement par défaut. D'accord, l'emplacement par défaut qui a été configuré dans le fichier Hive site.xml. Maintenant, si nous voulons changer l'emplacement, on va utiliser maintenant plus, bien évidemment, Hive import qui est obligatoire pour chaque importation vers le data warehouse Hive. On va utiliser maintenant target directory. Et là, on va utiliser maintenant l'importation de la table film text, c'est une table de la base de données Sakila, et on va l'importer vers l'emplacement film text. Donc l'emplacement temporaire, ça sera film text. Il ne va pas utiliser maintenant l'emplacement warehouse customer par défaut. Et après, il va supprimer les données, puis il va créer bien évidemment la table film text. C'est ce qu'on va faire. Donc maintenant, la zone intermédiaire, ça ne sera pas Hive Warehouse, ça sera User Scope Film Text. Soit vous pouvez garder bien évidemment, donc j'ai oublié c'est un S. Pardon. J'ai oublié un S au niveau de Scope. Bon, bien sûr, cette deuxième solution, vous avez le choix. Soit vous gardez l'emplacement par défaut, soit vous spécifiez un emplacement parce qu'il s'agit d'une zone temporaire. C'est tout, c'est une zone temporaire. On va aller maintenant vers Scope parce que c'est l'emplacement qu'on a choisi. Hive Scope. Et puis, il va créer maintenant un répertoire film texte pendant l'opération de l'importation. Film texte, on va actualiser. Voilà, jusqu'à présent, il n'a pas encore commencé.
Voilà, on n'a pas encore commencé l'importation vers la zone intermédiaire, vers le répertoire intermédiaire. Voilà, il a commencé, donc on peut trouver maintenant le répertoire film texte. Il est en train maintenant d'importer vers cette zone temporaire. Après, il va supprimer cette zone pour ne pas revenir et dire la même chose. Et puis, il va créer la table. D'accord? Il va créer la table, et puis il va chercher dans cette table les données. Voilà, donc create table, qui s'appelle film text, puis chargement à partir de cet emplacement par défaut vers cette table qui se trouve toujours dans la même base de données avec show tables. Vous avez remarqué qu'il y a maintenant une autre table qui est un film texte. S'il existait ici, c'est parce que j'ai déjà effectué cette opération. Donc vous, pour la première fois, vous n'allez pas trouver un film texte. Vous n'allez pas le trouver. Pour être sûr et certain, on peut même encore aller vers Warehouse, l'emplacement par défaut, pardon, et on va trouver notre fichier qui vient d'être créé maintenant à cette heure-ci. Donc, la première est créée à 17h53, maintenant c'est à 17h59. Ça, c'est pour l'exportation d'une table vers Hive. On peut maintenant faire la même chose, faire l'exportation, mais cette fois-ci, on va spécifier le nom de la base de données. Vers quelle base de données on va faire l'exportation. Par défaut, c'est default, la base par défaut, mais nous, on va utiliser maintenant la base de données htables qu'on a déjà créée dans un TP. Htable, regardez, il n'a que 2 tables. Et on va maintenant faire cette importation. On va spécifier la table acteur qu'on va créer à partir, bien évidemment, de la table acteur de Sakila. Donc la table a importé ces acteurs de Sakila vers Hive, vers la base de données htables, et la table qui sera créée, ce sera acteur. Pour rester toujours dans ce TP, pour ne pas refaire la même chose, on peut effectuer l'importation tout en changeant le nom. C'est possible, c'est la même instruction, sauf ici qu'au lieu de garder le même nom, on va utiliser un autre nom, c'est possible, pendant l'importation, de changer le nom. Donc l'importation va se faire au niveau du scope. Par contre, la vérification, on va la faire au niveau de Hive. On va tout d'abord utiliser la base de données et on peut vérifier le nombre de lignes importées et on va voir le type qui sera créé, parce que je n'ai pas parlé de ça aussi. Quels sont les types de tables qui sont créés pendant l'importation vers Hive. L'opération select, l'instruction select count étoile, c'est une opération MapReduce aussi. Donc, après la fin de l'importation, on va vers Hive pour vérifier. Voilà. Donc, la fin de l'importation, puis la création de la table, puis le chargement des données. Création de la table. Donc, regardez, acteur dans quelle base? Dans la base htables. Et l'importation, bien évidemment, vers la même table. On va vérifier ça. D'accord? On travaille avec default. Maintenant, on a travaillé avec la base de données htables. Voilà.
Et on a exécuté maintenant select count, et toi j'exécute une opération MapReduce, et pour compter le nombre de lignes, il va effectuer cette opération, c'est un job. Et vous voyez maintenant que c'est possible de faire l'importation d'une base de données relationnelle vers une base bien spécifique au niveau de Hive. Il faut juste utiliser hein, le paramètre ou bien la propriété Hive Database. Voilà, si on fait ça, ça sera la même chose. C'est une importation tout en changeant le nom. Donc vous allez faire ça pour la vérification. Voilà, le résultat, c'est quoi? Là, on va actualiser au niveau de la base de données. On va trouver le dossier, le répertoire acteur. Et dans acteur, vous avez ces fichiers-là qui représentent maintenant la table importée. Là, on peut vérifier ça par. Voilà, donc il vient de compter le nombre de lignes, c'est 200 acteurs. Et on peut même vérifier avec ls. Voilà, il va afficher les 4 fichiers qui représentent maintenant la table importée. Et maintenant, l'importation, juste de la définition d'une table. Au lieu d'importer toutes les données, on va importer juste la structure de données vers Hive. C'est comme create table. Bon. Ce que j'ai pas exécuté, j'ai pas exécuté formaté, donc on va la voir. Donc dans cet exemple, bon, pour créer maintenant juste la structure d'une table, pendant l'opération de l'importation, il n'y a pas d'importation, on va juste créer Hive table. On va importer la définition, c'est créer Hive table en se basant sur la table, une table par exemple de Sakila qui est catégorie, et bien sûr la chaîne de connexion. Donc importer, c'est créer une structure, importer la définition, c'est créer cette structure avec create Hive table. C'est ce qu'on va faire. Bon, puisque je n'ai pas spécifié le nom de la base de données, il va effectuer ça au niveau de la base par défaut qui est default. Et on va exécuter le tout en même temps. On va passer à default, afficher la présence de la table qui vient d'être créée. Nous allons voir le type de la table créée et qu'il ne contient aucune ligne. C'est juste la définition qui a été effectuée. Donc l'opération est terminée. Création de la table. Remarquez qu'il n'y a pas de load, il n'y a pas de chargement. Et on peut vérifier aussi dans Hive. Voilà. On a utilisé maintenant use default. Show tables, il va afficher maintenant la table qui vient d'être créée qui est catégorie. La description de catégorie, c'est une table qui se trouve dans maintenant warehouse, catégorie, donc l'emplacement, et qui est une table gérée. Ça veut dire que les tables externes ne sont pas importées avec Scoop. C'est juste les tables internes. Il reste encore l'importation de MySQL vers une table Hive partitionnée. Vers une table partitionnée, je vais le voir aussi avec vous, cette possibilité, comment on va faire ce cas. Pour cela, donc, je vais créer une table au niveau de MySQL. Que j'ai appelé catégorie partition. Elle aura la même structure que catégorie. Tout ça, c'est dans MySQL. C'est parce qu'elle exécute le tout, ou bien instruction par instruction. Voilà. Donc, elle a exécuté maintenant
la création, puis il a affiché on n'a rien dans cette table MySQL. Donc nous avons dit qu'on va importer de MySQL vers une table Hive partitionnée. On va travailler avec le partitionnement statique, et du coup donc on va être sûr et certain qu'on a les paramètres nécessaires pour ça. Puis on va supprimer si la table existe déjà et on va la créer. Regardez, puisque la table qu'on vient de créer, qui est table catégorie partition, elle contient 3 champs: catégorie identifiant, le name et last update. J'ai fait la même chose, donc j'ai gardé les mêmes noms. Et dans le cas de partitionnement statique, je dis qu'il faut avoir une constante. Pour moi, la constante, c'est l'année. Et le séparateur, ça sera virgule. Donc, on va exécuter tout ça sur Hive. Voilà, donc on vient de créer la table partitionnée. Il ne contient encore rien. Donc si on affiche les partitions, on n'a rien. Si on affiche aussi donc les données, on ne va rien trouver parce qu'on n'a pas encore fait l'importation. Maintenant, on va réaliser l'importation. Comment il faut faire dans le cas du partitionnement? Il faut utiliser maintenant import Hive, spécifier à partir de quelle table vous allez faire l'importation et qui est la table concernée par l'importation côté base de données. Donc, ça sera la table catégorie part Hive table. Et puis, vous allez ajouter la propriété Hive partition key. Vous dites que le champ de partitionnement, c'est l'année. C'est l'année que j'ai spécifiée ici dans partition by. D'accord? Et vous dites que Hive partition value. Donc, vous allez spécifier Hive partition key, la clé, le champ, plus la valeur. Et vous dites que de 2020. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que les données qui seront importées à partir de catégories, si vous exécutez une requête avec année égale à 2020, il va afficher toutes les données importées de cette table catégorie. Nous allons voir les données de cette table. Voilà, on a 16 lignes. C'est comme le cas de chargement avec le load. Quand vous faites load, vous faites référence à une constante. Pour nous, la constante, c'est l'année. C'est ce qu'on va faire. On va lancer l'importation à une table partitionnée. Voilà. Voilà, donc il va effectuer l'opération. Voilà, en attendant, imaginez maintenant, j'ai exécuté la même requête avec 2019. Même requête. On va garder toujours la même table. Si vous exécutez maintenant select avec année égale à 2019, il va afficher encore les 16 lignes de catégorie importée. Parce que lui, il ne fait pas la différence. Vous avez dit, voilà, vous allez charger les données à partir de cette table avec cette condition de partitionnement. Voilà, on va attendre l'opération d'importation et puis de chargement. Voilà, ça vous rappelle ce message? Ce message, c'est comme si vous êtes dans Hive. Voilà, maintenant, il a chargé les données vers la table qui est partitionnée. D'accord? Ça, c'est important à le noter. Donc, au début, il a fait l'importation, puis il a fait le chargement vers la table partitionnée. Si on vérifie maintenant les partitions, et on vérifie le nombre de lignes,
on aura 16 lignes. Voilà. Déjà, au début, il n'y avait pas de partition, il n'y avait pas de ligne. Maintenant, on a une partition qui est année 2020. Et si vous exécutez maintenant étoile pour toute la table, vous aurez les 16 lignes. Bon, j'ai exécuté ça 2 fois, les 16 lignes avec une constance qui est 2020. Si par exemple, on a exécuté la requête avec 2020, ou bien avec 2019, avec 2020, ça donnera la même chose. 16 lignes avec 2019, et on ne donnera rien. Parce qu'il n'y a pas une partition. Mais on peut faire ça. Regardez, et je vais exécuter la même importation. Bon, je voulais juste importer quelques lignes, mais on va importer les 16. On va dire 19. On va lancer l'opération. Donc, il va faire l'importation plus le chargement. Cette fois-ci, si on affiche les partitions, on aura 2 partitions, année 2020, année 2019. Et si on exécute la première requête, il va afficher 32 lignes, parce qu'on a importé 2 fois la table catégorie. Mais si vous faites une requête basée sur 2020, vous aurez juste 16, et une requête basée sur 2019, vous aurez juste 16 lignes. Voilà, on va terminer par ça, après l'importation. Ça prend du temps, on va attendre un petit moment. Voilà, l'importation est terminée. Maintenant, là, la création de la table plus le chargement. Création plus chargement. Voilà. Maintenant, on peut aller vers Hive pour vérifier. Allez, show. Je sais pas qu'est-ce que j'ai. Show partition. On a maintenant 2 partitions, 2019 et 2020. Et select étoile from catégorie. Regardez, j'ai 16 lignes plus encore 16 lignes. Ça donne 32 lignes. Maintenant, si j'exécute 2019, on a toujours les requêtes ici, on n'aura que 16 lignes, mais la constante c'est 2019. Si on exécute 2020, on aura la même chose. Voilà, c'est comme ça qu'on arrive à faire l'importation vers les tables partitionnées à partir de MySQL ou bien à partir d'un SGBD relationnel vers Hive. D'accord, donc maintenant après l'importation de MySQL vers Hive, nous allons voir les 2 autres instructions de scope, c'est eval plus job. Nous avons vu import, nous avons vu export, l'importation à partir de MySQL vers HDFS, l'importation de MySQL vers Hive. Nous avons vu l'exportation dans l'autre côté. Il nous reste val et job. Donc pour val, nous avons dit qu'il va juste évaluer la requête. C'est tout ce qu'il va faire. Avant de l'exécuter, on va voir le résultat retourné par cette requête. Voilà, il n'y aura pas d'exécution, c'est juste, voilà, il va exécuter. Voilà le résultat de notre requête. Il vous dit que si vous faites maintenant une importation, par exemple, hein, ce que vous allez importer, c'est ça. C'est tout ce qu'il y a à dire pour eval. Pour job, job c'est la création des jobs. La création. Au lieu à chaque fois d'exécuter des opérations, par exemple d'importation, comme ici, si on souhaite par exemple faire une importation incrémentielle à chaque fois, il est préférable de la stocker dans le Metastore. Comment? Bon, j'ai choisi pour vous cet exemple. On va utiliser
l'instruction job, la propriété create, le nom c'est myJob, et je vais maintenant créer un job pour cette instruction qui est eval. Vous pouvez faire ça pour n'importe quelle instruction scoop, à condition de ne pas refaire ici le mot scoop. Voilà. Donc l'opération est terminée. Il a créé maintenant dans le Metastore. On peut afficher maintenant la liste. Liste pour afficher la liste des jobs enregistrés dans le Metastore. D'accord, job list. Voilà, on n'a qu'un seul. Par contre, show my job, il va afficher le contenu. D'accord, le contenu du job. Mais bien sûr, nous avons utilisé eval. D'accord, eval. Ce que vous voyez ici, ce sont des propriétés par défaut. Des propriétés par défaut qui sont utilisées. Nous avons dit qu'on va passer 4 par défaut. Mais DP query, c'est select et 3, c'est ce qu'on a choisi. Hein? Aussi ici, nous avons choisi l'emplacement, c'est ça qui est là. D'accord? Et les autres sont des valeurs par défaut. Bon, bref, show my job affiche toute l'instruction que vous avez enregistrée. Toujours derrière, il y a des valeurs par défaut. Pour l'exécution, vous n'avez qu'à faire ça. On a déjà fait ça, donc on a déjà exécuté. Et pour la suppression, vous n'avez qu'à utiliser des delete. Voilà, donc après suppression, si on affiche maintenant la liste, on n'aura rien. Donc aucun job. Voilà, donc c'est tout pour ce cours. Donc merci pour votre attention.